Adrien, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Adrien, on va parler pendant une bonne vingtaine de minutes de l'intégration du poste de travail dans une stratégie globale de sécurité. Alors peut-être juste avant de commencer, un mot ou deux sur Checkpoint. Alors Checkpoint est une société qui a un peu plus de 27 ans aujourd'hui. On a été connu initialement avec l'apparition et l'invention du firewall par Monsieur Gil Shwed, qui est toujours à la tête de la compagnie aujourd'hui. Et au fil des années, les besoins en termes de sécurité évoluent et Checkpoint s'adapte pour essayer de fournir des solutions de sécurité, aujourd'hui sur un large périmètre, puisque le périmètre de l'IT en général est assez large, et donc on vient couvrir des problématiques de sécurité comme le firewall périmétrique, toujours bien entendu, mais aussi des problématiques autour du cloud, du zero trust, du poste de travail, du mobile. On essaie de couvrir l'ensemble de l'IT de nos clients, en tout cas. Ça tombe bien parce que justement, les clients, ils ont traversé et continuent à vivre, comme nous tous d'ailleurs, clients ou particuliers, un contexte actuel. Le contexte actuel est très marqué par le cloud, l'adoption du cloud, qui s'est confirmée. Alors, on en parlait ce matin, le cloud, c'est pas uniquement les grands services d'infrastructure, c'est tout simplement une messagerie, par exemple, un service de messagerie bien connu. Il y a également tout un tas d'outils autour du télétravail qui ont été adoptés. Ils ont mis du temps à s'installer, mais aujourd'hui, ils ont finalement trouvé leurs utilisateurs. Comment est-ce que, du point de vue de Checkpoint et comment de votre fenêtre, aujourd'hui, on sécurise un poste de travail qui est devenu, j'ai presque envie de dire, qui est devenu liquide, en fait, parce que c'est une tablette, c'est un smartphone, c'est un téléphone, c'est un PC fixe, mobile. Comment est-ce qu'on sécurise finalement ? Alors tout à fait, vous l'avez mentionné, je pense que le contexte a évolué et l'usage qu'on fait de nos propres équipements en tant qu'utilisateur a aussi beaucoup évolué. Il y a récemment quelque chose qui s'appelle le Covid qui a catalysé un peu ça. Alors c'est pas la raison pour laquelle on... C'est pas la principale en tout cas. Mais en tout cas, ça l'a beaucoup accéléré. Et principalement sur la notion de télétravail, qu'on avait déjà un petit peu auparavant, mais pas dans ces proportions-là. Et donc, en fait, le poste de travail ou l'équipement qu'utilise l'utilisateur était au départ une extension du périmètre, alors qu'aujourd'hui, il n'est plus considéré comme à l'intérieur du périmètre. Et on casse un petit peu le modèle du château fort, qui est souvent employé, pour justement ne plus avoir ces frontières. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus besoin de protection périmétrique, bien entendu, mais ça veut dire qu'il faut un petit peu repenser la façon dont on adresse la sécurité sur des équipements qui sont les équipements utilisateurs. Le deuxième catalyseur, c'est le cloud, vous l'avez dit. On n'a plus de ressources ou moins de ressources pour les utilisateurs à l'intérieur de l'entreprise et on les positionne sur le cloud, que ce soit de l'infrastructure, que ce soit de la messagerie. Et donc du coup, les flux utilisateurs vont ou peuvent aller directement vers ces ressources-là. Ça n'a pas forcément beaucoup de sens de les faire repasser par le périmètre, puisque de toute façon, ils vont ressortir. C'est coûteux, ça nécessite des technologies de MPLS, par exemple, du VPN, qui complexifie aussi ces flux-là. Et donc, aujourd'hui, le poste de travail ou le téléphone n'est plus dans ce périmètre, et on va changer un petit peu la façon dont on le sécurise pour lui donner justement plus de liberté et plus d'efficacité dans les usages qu'ont les utilisateurs de leur périphérique. Vous venez de le dire, Adrien, ce poste de travail, il sort du périphérique qu'on imaginait jusqu'à maintenant. Ce poste de travail, c'est aussi l'ordinateur du particulier, c'est aussi le smartphone du particulier, particulier qui est en salarié, bien sûr, qui va utiliser cet outil-là pour accéder à ses applications métiers, pour échanger des documents, pour travailler avec ses collègues. Comment est-ce qu'on sécurise aussi ce poste de travail-là ? Alors, un de vos confrères m'a dit un jour qu'on ne peut pas le sécuriser. Il est dangereux de laisser s'intégrer. On n'a pas forcément... En fait, les entreprises n'ont pas forcément le choix, en fait. Comment on sécurise, en fait, cet équipement-là ? Il faut le sécuriser. On peut le sécuriser. Mais souvent, on aborde la problématique à l'envers, dans le sens où, déjà, on va essayer de le sécuriser le poste de travail. Alors qu'en fait, la sécurité du poste de travail doit être dans un ensemble, et cet ensemble correspond à ce qu'on va cartographier comme risque par rapport à un utilisateur. Mais cet utilisateur, il peut être chez lui, il peut être sur son téléphone, il peut être dans l'entreprise, et donc on va regarder un petit peu quels sont les risques, quels sont les vecteurs d'attaque qui permettraient à cet utilisateur d'être infecté.
Et puis, ensuite, pour avoir une sécurité efficace, du coup, il faut qu'on puisse l'appliquer sur l'ensemble du périmètre et dire, par exemple, le phishing, le principal risque par rapport au phishing, c'est soit directement sur le poste de travail ou le téléphone, soit au travers de la messagerie. Donc, on va venir positionner des mécanismes de sécurité aux endroits où les risques sont le plus élevés. Et donc, dans cette logique-là, il y a deux éléments clés dans cette sécurisation. La première, c'est le management de la sécurité, de ne pas avoir un management de la sécurité du poste de travail, un management de la sécurité du mail, un management de la sécurité du firewall, mais un management de la sécurité où on va venir pousser ces protections aux différentes briques en fonction des risques, bien sûr, qui sont présents. Le deuxième élément, c'est d'avoir une cohérence dans cette politique. On peut avoir plusieurs types de solutions qui vont venir protéger ça, mais si on n'a pas la même niveau de protection par rapport à un filtrage d'URL, par exemple, sur le poste ou sur le téléphone, eh ben, ça va créer mécaniquement des ouvertures que les hackers finiront par exploiter si l'entreprise est ciblée, bien entendu. Lorsque vous dites de poser, Adrien, des briques et de disposer des briques de sécurité, ça veut dire que sur n'importe quel poste de travail, dans la précision, juste pour être sûr de comprendre, ça sous-entend que sur n'importe quel poste de travail, il faudra faire un retour en arrière finalement et intégrer des clients légers partout pour sécuriser, ou cette sécurité, elle se fait plutôt dans le cloud finalement, et en fait, le terminal, à chaque fois qu'il se connectera, à chaque fois qu'un flux ou une requête partira de son terminal, que ce soit un terminal pro d'ailleurs ou particulier, eh bien cette requête, elle sera filtrée par justement ces briques que vous aurez installées un peu partout. Alors, les deux approches existent aujourd'hui et sont proposées par Checkpoint. La première, c'est vraiment venir sur le poste ou sur l'équipement, vraiment inspecter ce qui s'y passe pour essayer de détecter un comportement malveillant et le bloquer. L'autre approche, c'est ce qu'on qualifie au travers de l'approche SASI, qui consiste à venir apporter la sécurité au plus proche des utilisateurs et ainsi venir faire de la sécurité des accès Internet as a service, si je puis dire, pour apporter le service à l'utilisateur directement. Les deux méthodes existent aujourd'hui. C'est deux visions différentes. L'une n'exclut pas l'autre, parce que même si on a cette approche sécurité de filtrage, ça n'empêche que sur le poste de travail, on peut venir brancher une clé USB qui va venir déployer un malware. La sécurité, c'est avant tout des briques, comme je l'ai dit, et on va venir appliquer ces modes de sécurité pour réduire le risque que l'utilisateur se fasse infecter à l'arrivée. La sécurité, vous l'avez dit, hein, Adrien, on est effectivement sur une réflexion globale autour de la sécurité. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour éviter de faire du poste client, du poste utilisateur, le maillon faible de cette chaîne globale qu'on construit autour de l'antivirus, autour d'approches comme le SASI, autour du VPN, et ainsi de suite? Comment est-ce qu'on limite le risque, sachant que, vous le disiez également à l'instant, un phishing, on imagine que les pirates parfois utilisent des moyens très 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 complexes, c'est le cas parfois, mais la plupart du temps, et je crois que je suivais un chiffre il n'y a pas très longtemps, 50 ou 60% des attaques sont des mails finalement, ces tentatives de phishing. Comment est-ce qu'on sécurise ce poste de travail-là? Comment est-ce qu'on évite, je le disais, d'en faire un maillon faible alors que globalement, la sécurité, elle est robuste sur le cloud, elle va être robuste, on parlait de la sauvegarde ce matin, le SOC va permettre de voir des choses. Comment est-ce qu'on fait ça et comment est-ce qu'on protège, on renforce la sécurité du poste de travail? Vous l'avez dit, aujourd'hui, le scope, les possibilités pour un hacker d'infecter un poste, elles sont assez larges. Il y a énormément de vecteurs d'attaque sur un poste, sur un mobile, et si on cible un utilisateur, c'est assez simple finalement de lui faire ce qu'on a envie. Le phishing est un bon exemple, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Vous recevez une facture, vous recevez un mail pour changer vos credentials Office 365. C'est assez simple d'imiter une société. Beaucoup trop simple d'ailleurs. Beaucoup trop simple. Souvent, mais c'est pour ça qu'il y en a autant aussi. Hein. Si c'était très compliqué, il y aurait beaucoup moins d'attaques. Et donc, il y a plusieurs moyens de sécuriser un poste, parce qu'il y a plusieurs moyens de l'attaquer. Et une solution efficace, c'est déjà une solution qui va couvrir ces différents moyens. Chez Checkpoint, on a trois principales catégories de technologies qu'on va proposer pour sécuriser les postes de travail. La première, ça va être de réduire
la surface d'attaque. Ça veut dire réduire un petit peu les possibilités qu'a l'utilisateur en faisant, par exemple, empêcher des catégories URL qui seraient dangereuses, empêcher l'utilisation de certaines marques de clés USB et contrôler directement ça sur les ports USB. On va réduire les capacités que peut faire le poste de travail. C'est la même technique que si on donne les droits d'admin sur un poste à un utilisateur. Plus il a de droits, plus si son identité se fait usurper, il pourra faire deux choses. Donc c'est à peu près la même logique. La deuxième brique, ça va être la prévention. Une fois qu'on détecte quelque chose sur le reste qui est autorisé, on va être capable de le détecter et de le bloquer. J'insiste vraiment sur ce terme prévention parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies qui existent et qui font de la détection. La prévention à 100% n'est pas possible, mais avoir des technologies qui sont développées dans un but de faire de la prévention, c'est essentiel pour pouvoir protéger l'utilisateur. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, Adrien ? Comment fonctionnent justement ces outils pour faire de la prévention ? Est-ce que quand on ouvre un fichier non sollicité, il va mettre un message ? Non, on vous rappelle qu'il ne faut pas l'ouvrir. Est-ce que quand vous rentrez une clé USB, vous n'en connaissez pas la provenance ? Ah non, alors, on vous rappelle que... Oui, je vais vous donner un exemple, mais vous avez soulevé un point qui est intéressant, c'est que plus on est proche de l'utilisateur, plus c'est compliqué de faire de la prévention. Parce que justement, il y a tout cet aspect un petit peu éducatif de l'utilisateur et d'explication, parce que l'utilisateur n'est pas, en général, un expert, soit en informatique, soit en cybersécurité ou quoi que ce soit. Donc il faut lui expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe et pourquoi on change un petit peu son comportement. Le but étant de le changer un minimum. La première étape dans la prévention, c'est avoir une capacité de trouver la menace. Si on ne la voit pas, on ne sera pas capable de la bloquer. Donc déjà, il faut des moteurs qui soient capables de l'identifier et qui soient capables de donner un verdict rapidement. Vous demandiez un exemple, on a une technologie qui s'appelle du nettoyage de documents et qui va, quand on parle de protection avancée, on pense souvent sandboxing. Donc c'est une des briques, une des nombreuses briques de notre protection de poste de travail. On va la retrouver sur la messagerie, mais aussi sur le firewall. Eh bien, l'émulation, la détonation d'un fichier dans un environnement virtuel, mécaniquement, va prendre un petit peu de temps. Eh bien, pour empêcher un petit peu ce temps de se remarquer auprès de l'utilisateur, on va nettoyer le document qu'on va tester et le fournir à l'utilisateur. Typiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va enlever tous les contenus actifs, comme les macros, comme les liens qui sont cliquables, on va les rendre non cliquables. Et en fait, c'est comme si le document est malveillant, on va le désamorcer avant de le donner à l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire que tout le contenu actif de ce document ne sera pas utilisable et donc l'attaque ne pourra pas avoir lieu. Donc un exemple très simple de cette méthodologie, on peut aussi bien transformer le document en conservant son format original, mais on peut très bien aussi transformer un document en PDF, ce qui permet aussi d'enlever un certain nombre de menaces à l'intérieur du document. Donc voilà un exemple de prévention sans avoir d'impact pour l'utilisateur. Donc c'est très important cet aspect de prévention. Et donc dans une logique d'approche globale, avoir une protection qui sera la même sur les différentes briques dont je parlais tout à l'heure, permet justement aussi de détecter des choses sur nos clients qui ont du firewall avec du sandboxing. On va être capable, à partir de ce moment-là, de fournir ces signatures instantanément lorsque on voit passer le même fichier sur le poste de travail d'un autre client, par exemple. D'accord. Je vous ai interrompu. Il y avait 3 méthodes. La première, c'était, je crois qu'il y avait une question d'usage. Restreindre les usages. Restreindre les usages. Il y avait la prévention. La prévention. Et il y avait voilà. Et la troisième, c'est la réaction. Donc dans le cas où... Alors, juste, c'est pas 3 approches différentes, c'est 3 approches de la même solution. D'accord, de la même solution. C'est vraiment la vision de comment sécuriser un poste. Et la troisième, du coup, ça va être tout ce qui va permettre d'agir lorsqu'il y a quelque chose qui, malgré les 2 premières, passe au travers. Donc on va retrouver dans ces technologies-là, principalement la chose auquel on pense quand on parle d'EDR, c'est la partie R, remédiation, réaction et explication un petit peu de ce qui s'est passé sur le poste de travail. Et donc on va interagir avec le reste de l'écosystème. Donc encore une fois, ça souligne l'importance d'avoir une approche globale. C'est qu'on va pouvoir, en cas de détection de quelque chose sur le poste de travail, donner les informations au firewall pour peut-être réagir et empêcher que d'autres machines qui seraient dans la même cible subissent la même attaque et soient bloquées du coup par le firewall.
On parle aujourd'hui beaucoup de ransomware, parce qu'effectivement, il y a de nombreuses attaques. Il y avait encore un invité ce matin rappelait qu'il y a eu encore ce week-end une attaque conséquente avec plusieurs milliers, potentiellement, d'entreprises touchées. Et milliers, je pense que le chiffre est peut-être malheureusement faible, mais il y a encore plein d'autres types d'attaques qui existent. Le DDoS, ces attaques de chaînes d'approvisionnement, on en a parlé tout à l'heure, l'injection de SQL. J'aimerais vous poser 2 questions dans celle-là. À quel point d'abord le nombre, enfin la catégorisation des attaques a évolué ces dernières années, et est-ce que les entreprises sont aujourd'hui au courant que effectivement on parle beaucoup de ransomware, mais les autres types d'attaques sont très loin d'avoir disparu et les attaquants les utilisent toujours et elles doivent continuer à s'en prémunir. Tout à fait. Alors déjà les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque le volume d'attaques augmente. Je crois qu'on est à 21% d'augmentation cette année par rapport à l'année dernière à la même période, en termes de nombre d'attaques hebdomadaires sur l'Europe. Donc les attaques sont en augmentation, et elles sont en augmentation parce qu'on industrialise un petit peu les attaques aujourd'hui. Il y a 10 ans, on parlait de ransomware déjà, mais le ransomware, c'était quelque chose qui touchait principalement les particuliers, qui était diffusé massivement. Ensuite, ces types d'attaques ont évolué. Maintenant, on parle de ransomware ciblé, d'attaques ciblées. Alors, c'est vrai pour le ransomware, mais c'est vrai pour beaucoup de types d'attaques. Et puis, on a de l'industrialisation aussi dans ces attaques. Le ransomware, aujourd'hui, existe as a service. On peut acheter son attaque de ransomware et on peut même aujourd'hui acheter son attaque de ransomware ciblée. C'est-à-dire que vous choisissez l'entreprise que vous voulez attaquer parce qu'elle est peut-être déjà infectée par un ver ou par un cheval de Troie, et l'attaque va être achetée par quelqu'un qui n'est pas forcément hacker et qui veut soit gagner de l'argent en demandant des rançons. Et voilà. Donc le ransomware est assez visible. C'est un exemple qu'on voit très souvent, mais il ne faut pas oublier que c'est une attaque qui a pour but d'être visible. C'est-à-dire que le but du ransomware, c'est de vous demander de l'argent et donc que vous remarquiez que l'attaque est en cours, soit en chiffrant vos données, soit en immobilisant vos données, soit en vous menaçant de les revendre à d'autres gens. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la double extorsion. Hein. On est même maintenant dans des cycles où il y a une triple extorsion qui arrive, où on va en plus demander de l'argent aux gens qui sont peut-être les clients de la société qui se font acheter, pour maximiser les chances pour le hacker de se faire rémunérer. D'accord, il ne cible plus l'entreprise. Uniquement l'entreprise. Plus uniquement, voilà, uniquement. Les clients, plus les gens de l'écosystème d'entreprise. Le maximum typiquement, la dernière attaque dont vous parliez, là, qui concerne un groupe qui s'appelle Reveal. C'est d'ailleurs la première fois qu'on parle de supply chain attack, hein, puisque c'est des fournisseurs qui propagent l'infection. Mais c'est la première fois qu'on voit ce type d'attaque avec du ransomware. Donc c'est la preuve que ça se démocratise encore plus. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont été déclarées comme victimes, qui ont chacune une rançon. Le groupe de hackers a demandé une rançon globale pour tout le monde. Peut-être ils ont été victimes de leur succès et ils ne s'attendaient pas à tant de victimes. Et du coup, ils se disent que ça va être plus simple à gérer si on a une seule rançon et que tout le monde... C'est plus simple. Voilà, vous demander 1 million de bitcoins. C'est des suppositions, hein, bien sûr, mais en tout cas, c'est une ampleur d'attaque qui a rarement été vue avant et qui continue de se propager puisqu'on n'a pas encore toutes les informations sur cette attaque. Bref, ce que je voulais mentionner, c'est que le ransomware étant une attaque qui a pour but d'être visible, on en parle beaucoup. Mais comme vous le disiez, c'est une toute petite partie des attaques, parce que le reste, la majorité de ces attaques, consiste à être silencieuses, justement pour revendre des données, pour exfiltrer des choses, pour utiliser des... Elles n'ont pas vocation à être vues, en fait, finalement. Non, pas forcément. Pas publiques. Pas forcément, exactement. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. J'ai une question de quelqu'un qui nous suit. Je vous la pose directement, Adrien. Comment sécurise-t-on de façon pérenne les postes de travail contre des attaques de type usurpation d'identité sur l'écosystème de la messagerie, tel que le spoofing? Alors, la messagerie, je pense qu'on parle ici de messagerie as a service, où la messagerie est dans le cloud, et les utilisateurs vont se faire voler leurs identités, et donc du coup, le hacker a librement accès, puisque là, les logins mots de passe,
à la messagerie. Donc il existe pas mal de protections dans ce domaine-là, puisque les données de login peuvent être volées au travers de phishing. Il est important qu'on essaye d'identifier si un site auquel l'utilisateur légitime accède est un site de phishing ou non. C'est la principale raison pour voler les identifiants des utilisateurs, c'est au travers de sites de phishing, donc notamment sur Office 365, on se fait passer pour Office, on demande de changer le mot de passe, l'utilisateur rentre son ancien, sauf qu'il n'est pas sur le site de Microsoft, il est sur un faux site qui aspire ce qu'on rentre. Bien sûr. Donc la première étape, c'est de détecter ce genre de site. On a des mécanismes qui, lorsqu'on va cliquer sur les champs dans les pages, que ce soit pour un login, que ce soit pour un numéro de carte bleue, on va analyser la page pour savoir si oui ou non c'est la vraie. Est-ce que le certificat est bon? Est-ce que le site est présent depuis longtemps? Est-ce que le développeur qui l'a signé est quelqu'un de confiance? Et en fait, on arrive comme ça à savoir si oui ou non c'est le site qui se fait passer pour celui qu'il est. Une fois qu'on a sécurisé ces logins mots de passe, il y a toujours un autre risque, c'est que le poste lui-même, lors de la connexion, soit infecté. Et donc, dans ce contexte-là, il faut s'assurer que ce poste n'est pas infecté lorsqu'on l'autorise à accéder à la messagerie. Typiquement, je prends l'exemple d'un smartphone sur lequel il y aurait un malware qui prend des screenshots de l'écran toutes les 5 secondes, et lorsque l'utilisateur va être dans son container, s'il a un container, dans sa messagerie, il aura la même vue que l'utilisateur réel, et donc que le hacker. Et donc, il est nécessaire d'avoir une protection globale. C'est pour ça que je parlais d'éléments de sécurité qu'on va positionner contre le phishing, par exemple, sur la messagerie, mais également sur le poste. Je vérifiais, il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure, je revérifiais s'il n'y avait pas une autre que je pouvais vous poser directement. On a parlé effectivement de la menace, on a parlé de tout ce que vous mettez en place pour permettre aux entreprises de réagir, de mieux être protégées. Et là maintenant, j'aimerais vous demander comment est-ce qu'elles peuvent réagir. Parce qu'une fois qu'on a mis en place tous ces outils-là, quand on est vraiment sous le feu, j'ai presque envie de dire sous le feu ennemi, comment est-ce qu'on réagit pour gérer au mieux un incident qui peut être, je le disais je l'ai dit à plusieurs reprises ce matin, qui peut être très handicapant. On peut avoir des bases de données bloquées. On a vu dans les hôpitaux à quel point c'était terrible. Le système de gestion des patients c'était l'été dernier, il me semble, le système de gestion des patients d'un hôpital a été complètement bloqué. Ils ont dû reprendre des feuilles et du papier. Donc, on voit à quel point ça peut être terrible. Comment est-ce que aujourd'hui, avec des solutions comme les vôtres, notamment, comment est-ce qu'on peut réagir plus rapidement à ce type d'attaque? Et comment est-ce qu'on peut finalement également remettre sur pied son SI quand on a été atteint par une attaque de cette envergure? Tout à fait. Lorsqu'on parle d'incident de sécurité, déjà, ça veut dire que les 2 briques des 3 piliers dont je parlais tout à l'heure n'ont pas marché. Donc, une fois qu'on a passé ça, on arrive dans la réaction, dans la réactivité. Le premier élément, déjà, c'est qu'il est possible de se faire accompagner. On a des équipes chez Checkpoint notamment qui sont ce qu'on appelle de l'IRT, Incidence Response Team, qui sont des équipes spécialisées pour aider nos clients ou des non-clients dans la réaction et aider à bloquer l'infection. Donc dès les premiers instants de la crise, vendredi soir, exactement. Je suis même un samedi matin, ça se samedi pareil. matin, je me rends compte, j'arrive au bureau ou pour faire je sais pas quoi, bref, où je me connecte, je me rends compte que le site est tombé, on est sous le feu d'une attaque. Exactement. Il y a un numéro, vous pouvez l'appeler. D'accord. Si vous avez, si cette société a notre solution de protection de poste de travail, il existe dans cette solution des éléments qui vont aider dans la compréhension d'une part. On parle d'analyse, de forensics, qui va un petit peu cartographier ce qui s'est passé, comment l'attaque est arrivée, par quel point elle est rentrée, quelles sont les données qui ont été touchées, et surtout quels sont les process et les différents éléments qui ont été en jeu dans cette attaque. En général, on n'est plus du tout dans une logique où on a un fichier, on l'exécute et hop, c'est l'attaque. Normalement, il y a une succession de plein d'éléments qui rend l'analyse un petit peu complexe, mais qui, au travers de rapports, peut s'expliquer très simplement. C'est la première étape, c'est déjà de comprendre ce qui s'est passé. Une fois qu'on a compris ce qui s'est passé, on va pouvoir analyser le reste du périmètre pour savoir si l'attaque n'est pas en train de se propager. En ransomware, peut-être que vous avez une machine qui est chiffrée ou 2-3 machines qui est chiffrée et qu'il est en train de se propager sur le reste du réseau. Et donc, il faut être capable de savoir s'il y a d'autres machines engendrées qui sont impactées. Et donc, dans cette logique-là,
c'est très important que ce morceau de sécurité soit capable de communiquer avec le reste de l'écosystème, justement pour bloquer et empêcher au maximum cette propagation. Hein. Donc c'est un petit peu la vocation d'un outil d'EDR. Et j'aimerais même aller un petit peu plus loin. On a la chance chez Checkpoint d'avoir un périmètre de sécurité qui est très important, et ce périmètre fonctionne ensemble. Hein. C'est encore une fois l'approche centralisée de la sécurité dont je parlais. Donc un poste de travail peut communiquer avec un firewall, et si on a identifié sur un poste qu'il y avait un flux à destination d'une adresse IP, par exemple, qui est essentiel dans le déroulement de cette attaque précise, eh bien si on bloque cette adresse IP, eh ben, le poste peut-être va rester infecté, mais le chiffrement, si c'est un ransomware, ne va pas. Et on va ainsi limiter les dégâts de l'attaque et remédier automatiquement. Donc j'insiste bien sur cet aspect automatique. Hein. Il faut que ce soit les solutions qui fonctionnent ensemble automatiquement et qu'il n'y ait pas un admin sécu qui fasse les règles à la main, sinon on casse un petit peu le modèle. Mais l'idée est là, et on tend par cela vers ce qu'on appelle le XDR, hein, donc Extended Detection and Remediation, pour utiliser vraiment la totalité de l'écosystème de sécurité pour bloquer une attaque, même si on l'a détectée sur un poste ou sur un téléphone. Donc la clé, hein, et je le précise, hein, comme vous le disiez à l'instant, qu'il s'agisse de PC ou de téléphone, la clé, c'est alors déjà de réagir très vite, hein, en tout cas dès qu'on a compris qu'il y avait une attaque, et surtout de se servir non pas d'un seul outil, mais de l'ensemble des briques de son écosystème. Hein. C'est bien là la clé aussi également. Tout à fait. On est à l'ère, je pense, de l'automatisation, qui est encore une fois catalysée par le développement du cloud, puisque tout dans le cloud aujourd'hui est automatisé. Et donc, on en vient à automatiser aussi des réactions, et c'est ce que ce type d'outil propose pour une sécurité plus efficace. Alors attention, hein, beaucoup de sociétés aujourd'hui se focalisent sur cet aspect réaction, mais il ne faut pas oublier les deux premières briques qui sont quand même là justement pour garantir une protection et ne pas arriver à un incident de sécurité. C'est le minimum. C'est ce qu'on souhaite à toutes les entreprises, notamment à celles qui nous écoutent. Merci beaucoup Adrien d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.